Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors vous ne me connaissez probablement pas, mais vous allez finir par bien me connaître. La plupart de mes abonnés pour l'instant sont les membres de ma famille. Mais vous qui êtes tombé comme par hasard sur ma vidéo, vous allez vous abonner. Et oui, vous allez vous abonner. Bref, plus sérieusement, dans cette vidéo, je vais me maquiller devant vous, me préparer. Et en même temps, je vais vous parler d'une affaire qui m'a plutôt pas mal intéressée ces derniers jours. L'affaire Casey Anthony. Dit comme ça peut vous paraître plutôt bizarre, mais j'ai vu ce concept sur plusieurs chaînes américaines sur YouTube. Et ça m'a plutôt mal plu, donc je me suis dit allons-y. Donc si vous êtes passionné par le maquillage, la beauté et tout ce qui tourne autour, et que vous êtes également le genre de personne qui comme moi se retrouve devant Netflix à 3h du matin à regarder des documentaires sur des tueurs en série, eh bien cette chaîne est faite pour vous. Alors sans perdre une seconde de plus, allons-y. Ah, et tout ce que j'utiliserai sur mon visage sera dans la description si ça vous intéresse. Casey Anthony est né le 19 mars 1986 à Ohio, aux États-Unis. Ses parents sont Cindy et George Anthony. Et très important pour la suite, George Anthony, son père, travaillait dans la police, à retenir. C'est une famille tout à fait ordinaire. Elle a été élevée avec son frère et étant petite, elle était plutôt excellente à l'école. Bref, il n'y avait pas grand chose à signaler en fait, une enfance tout à fait normale. Cependant, arrivée au lycée, elle va vite prendre la réputation d'être une menteuse. En effet, Casey va vite devenir en fait une menteur compulsive. C'est-à-dire que à n'importe quelle occasion, elle va trouver un moyen de se justifier en mentant en fait, tout simplement. Elle a notamment dupé ses propres parents en leur faisant croire qu'elle allait obtenir son diplôme à la fac. En réalité, Casey n'assistait plus du tout aux cours en fait. À la place, elle sortait pour boire, aller en boîte de nuit, faire la fête et passer du temps avec ses nombreux petits amis de l'époque. Sauf qu'à un moment en fait, la faculté va être obligée d'appeler ses parents et de les prévenir qu'elle est absente de manière récurrente quand même. Et là, il la confronte et on ne sait pas de quelle manière en fait, mais elle arrive à les convaincre que c'est tout simplement la faute de la scolarité elle-même. En effet, elle explique que en fait, c'est la scolarité qui a mélangé les tables d'emploi du temps des étudiants et que donc elle aurait reçu par erreur un mauvais planning et qu'elle allait à des cours qui ne la concernaient pas. En gros, ce qui expliquait pourquoi elle était marquée absente. Ses parents la croient sur parole et ils vont même jusqu'à faire croire qu'elle a obtenu son diplôme juste pour ne pas perdre face avec leurs proches. Mais sans doute le plus gros mensonge qui va nous mener dans cette histoire malencontreuse, on va dire, c'est quand Casey tombe enceinte à seulement 19 ans et continue de proclamer à ses parents qu'elle est vierge. Clairement, elle l'est pas, hein, c'est logique. Elle ne pouvait plus cacher la vérité parce que quand on est enceinte, on a le ventre qui grossit et tout, qui commence à sortir. Donc quand elle ne pouvait plus le cacher, elle a avoué à ses parents qu'elle était bel et bien enceinte. Elle n'a pas révélé l'identité du père. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle n'a absolument aucune idée de qui ça pourrait être, voilà. À cause de nombreuses aventures lorsqu'elle sortait faire la fête, on va dire. Finalement, Kylie Anthony, fille de Casey, née en 2005. Il faut savoir qu'à la base, Casey voulait mettre sa fille à l'adoption dès sa naissance. Mais sa mère refusait catégoriquement l'idée, tout simplement parce qu'à cette époque-là, elle dépendait encore financièrement et elle vivait encore avec ses parents. Donc ça expliquerait un peu le pouvoir décisionnel qu'ils ont eu sur sa grossesse. Le fiancé à l'époque de Casey, Jesse Grant, va prendre le rôle de père pour Kylie pendant un certain temps. Jusqu'en 2008, Casey vit avec sa mère et son père, ainsi que sa fille. À un moment, elle quitte le domicile familial
à cause des nombreuses disputes qu'elle a avec sa mère. Et la plupart des disputes ont comme motif... En fait, sa mère remettait souvent en question la compétence de Cassie à être une bonne mère envers sa fille, ce qui était le principal motif de toutes les disputes qui ont mené à son déménagement. Alors à l'époque, il ne le savait pas encore, mais le jour où Cassie quitte le domicile familial avec sa fille de 3 ans, soit le 16 juin 2008, sera la dernière fois où les parents de Cassie, Cindy et George Anthony, verront leur petite fille vivante. Après son départ, on est à peu près 31 jours où la mère de Cassie tente de la joindre afin de parler à sa petite fille et d'avoir des nouvelles d'elle. Mais à chaque fois qu'elle demandait à lui parler, Cassie répétait que la petite n'était pas avec elle, qu'elle était avec sa nounou du nom de Zenaida Fernandez González ou Zani, et qu'elle était trop occupée au travail pour pouvoir aller la lui passer. Un beau jour, les parents de Cassie reçoivent une lettre comme quoi la voiture de Cassie avait été emmenée à la décharge. Naturellement, le père de Cassie, George, s'en va à la décharge pour récupérer la voiture de sa fille. Alors là, le monsieur qui travaille à la décharge le raccompagne jusqu'à l'emplacement de la voiture. Et déjà, tous les deux peuvent sentir en fait une mauvaise odeur qui se dégage du coffre. Lorsqu'ils fouillent le devant de la voiture, ils vont trouver les affaires de Cassie qui traînent un peu partout, notamment son sac, mais aussi les jouets et le siège à bébé de Kylie qui est toujours en place. Et là, ils vont donc se diriger vers le coffre qui sentait déjà assez mauvais, on va dire. Il l'ouvre et là, il reconnaît l'odeur. Rappelez-vous ce qu'on avait dit avant. Son père avait été policier, il avait été dans la police. Et pour lui, il a direct reconnu l'odeur de décomposition qu'il y avait dans ce coffre. Bien sûr, il n'y a rien dans le coffre. Il y a juste un sac poubelle et une tache un peu douteuse, mais rien de concret. Alarmés quand même, ils accourent lui et sa femme vers le domicile du petit ami actuel de Cassie, soit là où elle est donc à ce moment même. Et là, il est dit, d'après certains articles que j'ai lus, pas sûr que ce soit vrai, qu'ils ont trouvé Cassie et son petit ami en train de fumer de la marijuana au calme, comme si de rien n'était. Je sais pas pourquoi, j'ai senti qu'il fallait le mentionner, mais j'ai trouvé ça assez drôle, donc pourquoi pas. Maintenant qu'ils l'ont trouvé, il lui demande où est Kylie. Elle dit qu'elle ne le sait pas, donc il la ramène chez elle et ils appellent ensemble immédiatement le 911. Nous sommes alors le 15 juillet 2008. Alors cet appel, je trouve qu'il est assez représentatif de cette affaire. Je pourrais peut-être vous mettre un extrait, sinon le lien sera dans la description. Vous comprendrez pourquoi lorsque vous écouterez. On voit clairement la grand-mère qui a perdu sa petite fille, complètement paniquée, qui demande de l'aide au 911. Le grand-père qui pense que quelque chose n'est pas clair dans cette histoire. Je cite, « J'ai retrouvé la voiture de ma fille aujourd'hui et ça sent comme s'il y a eu un corps dans la voiture. » Fin de citation. Et puis Cassie, qui n'a rien à dire apparemment au policier, ou du moins à la dame à l'autre bout de la ligne, comme si elle venait juste de perdre ses clés. Voilà quoi, en fait, assez étonnant quand même. Dans cet appel, on apprend que Kylie a disparu depuis le 16 juin 2008, donc depuis presque un mois. Ce serait sa nounou du nom de Zenaida González ou Zani qui l'aurait kidnappée. On se dirait que la mère aurait appelé le 911 depuis, mais rien. Elle dit juste avoir décidé de mener sa propre petite enquête et essayer de la retrouver seule. Une fois la disparition signalée, Cassie est alors interrogée par des officiers de police. Et là, on s'attendrait à ce qu'elle coopère comme toute mère inquiète qui aurait perdu son enfant en fait. Et c'est ce qu'elle va faire, on va dire, sauf qu'elle va déballer mensonge après mensonge et elle va faire perdre aux officiers un temps énorme. Déjà, il lui demande qui est cette babysitter du nom de Zenaida González. Il leur dit qu'elle la connaît depuis à peu près 4 ans via un ami mutuel. Elle l'aurait soi-disant connue à Noël
grâce à cet ami mutuel du nom de Jeffrey Hopkins, qui serait également son collègue à Universal où elle travaille, et dont le fils partagerait donc la même nounou. La version des événements qu'elle donne aux officiers de police, c'est qu'elle aurait déposé sa fille le 9 juin comme d'habitude au domicile de Jeffrey Hopkins pour que la nounou puisse garder les deux enfants en même temps. Et elle est partie au travail. La journée terminée, elle quitte donc son travail, comme elle l'a toujours fait, prend la voiture et part récupérer sa fille. Arrivée devant l'appartement, elle aurait toqué à la porte, sans réponse. Ensuite, elle appelle la nounou au téléphone, et là aussi, pas de réponse. Son téléphone est hors service. Et donc sa réaction face à ça aurait donc été d'aller chez son petit ami, sans en parler à qui que ce soit, tout en espérant recevoir un appel de la nounou un jour. Ok. Ensuite, lorsqu'on lui demande si elle aurait informé qui que ce soit de la disparition de sa fille, elle informe les officiers qu'elle en a parlé à absolument personne, sauf l'ami commun Jeffrey Hopkins et une certaine Juliette qui travaille avec elle en tant que coordinatrice d'événements à Universal. Chaque fois qu'on lui demande le numéro de téléphone d'une de ces deux personnes, elle ne les connaît pas, ou bien ils ont changé de numéro de téléphone, comme par hasard. Ok, se disent les officiers, on ne peut pas les contacter, mais est-ce qu'ils travaillent toujours au même endroit? Eh bien, d'après Cassie, et heureusement pour elle, non. Ils auraient démissionné ou bien ils auraient déménagé quelque part à New York. Donc a priori, pas moyen d'interroger qui que ce soit et d'avoir le témoignage de qui que ce soit d'autre. Alors il faut savoir que la plupart du temps, lorsque des enfants disparaissent mystérieusement, ce sont souvent les parents qui sont les coupables, et ça, les officiers de police le savent très bien. Ils essaient donc à plusieurs reprises de comprendre comment une mère qui serait inquiète pour sa fille qui a disparu depuis presque un mois n'aurait pas appelé la police. Là, Casey, elle trouve rien d'autre de mieux à répondre que la peur de l'inconnu, ou bien je suis naïve. Il n'hésite pas à lui demander si elle avait fait du mal à sa fille et qu'elle avait peur de l'image que ça lui donnerait si ça venait à s'apprendre. Et elle continue d'insister que non. Donc là, ils lui disent, mais si c'est Zani, la nounou, qui a pris votre enfant, quel serait le motif en fait? Après elle, ça serait à quel point sa fille est une enfant exemplaire. Je vois pas en quoi ça constitue un motif. Mais vu sa capacité à rentrer dans les détails à chaque question qu'on lui pose, il lui donne le bénéfice du doute et ils essaient donc de suivre sa version et de vérifier ses propos. On lui demande donc d'emmener les officiers de police à chaque endroit qu'elle a mentionné durant ses déclarations du domicile de son ami Jeffrey Hopkins et collègues à son bureau de travail. Et elle va, tenez-vous bien, les mener à de multiples fausses adresses. Puis à son soi-disant bureau à Universal, où elle va trimballer 3 officiers de police pendant 25 minutes jusqu'à l'autre bout du bâtiment, pour finalement se retourner la main dans les poches, tout en rigolant, et avouer que en réalité elle ne travaille pas du tout là. Là, les officiers, ils sont subjugués et surtout, ils en ont marre. De retour à la salle d'interrogation, ils lui disent « Bon, écoute, on t'a suivi dans tous tes mensonges, toutes tes déclarations, parler à toutes les personnes que tu as citées, et tout n'était que mensonge. » Là, ils sont quasiment sûrs qu'elle sait où est sa fille et qu'elle est donc coupable, et ils essaient de lui faire comprendre qu'en fait, elle est dans une position assez délicate. Tout ça pour essayer de la faire parler. En effet, ils vont vite se rendre compte que Juliette n'existe pas et Jeffrey Hopkins n'est qu'une connaissance de Cassie, et surtout, il n'a pas d'enfant. Elle a donc tout inventé de A à Z.
Au final, Casey est arrêté le 16 juillet 2008 pour avoir fait de fausses déclarations pour obstruction à une affaire criminelle et aussi négligence infantile. Mais elle est quand même relâchée. Jusqu'à là, elle s'en sort plutôt pas mal. Un mois plus tard, quelqu'un appelle la police pour objet suspicieux, trouvé dans la zone marécageuse près du domicile de Casey à l'époque. Cette personne explique en fait avoir aperçu un crâne près d'un sac poubelle. Cependant, lorsque les officiers arrivent, ils ne trouvent rien. Et quelques mois plus tard, en décembre pour être exact, la même personne rappelle la police, mais cette fois-ci, après investigation, les policiers trouvent finalement les restes d'un enfant dans un sac poubelle. Il semblait aussi y avoir un bout de ruban adhésif qui était encore collé à un des cheveux qui pendait du crâne, ce qui était assez intriguant pour eux. Sur les 4 jours qui suivent, de plus en plus d'ossements vont être retrouvés et le médecin légiste va confirmer que ce sont bel et bien les restes de la petite fille disparue, Caylee Anthony. La cause du décès semble clairement être un homicide, mais les circonstances restent floues en fait. À partir de là, on a le procès qui commence. Le procès commence le 14 octobre 2008 et Casey se retrouve alors devant un grand jury pour 7 chefs d'accusation, qui sont les suivants. Meurtre au premier degré, passible de peine de mort, maltraitance d'enfants aggravée, homicide aggravé d'enfants et 4 chefs d'accusation pour les fausses informations qu'elle avait données à la police. Alors là, je vais essayer de synthétiser autant que possible le déroulé du procès pour la vidéo. Et pour bien visualiser, on a les procureurs qui se basent uniquement sur les preuves recueillies et les réactions étranges et à la fois choquantes de Casey suite à la disparition de sa fille, mais sans pour toutefois, on va dire, faciliter la visualisation du déroulé du meurtre au jury. Et d'un autre côté, on a la défense qui va déballer théorie explosive après théorie, basée uniquement sur des dires, mais qui détaille autant que possible leur théorie afin de convaincre le jury d'un scénario. Par la suite, la défense va même aller jusqu'à discréditer chacune des preuves apportées par l'accusation. Vous vous rappelez de la voiture retrouvée par le père de Casey, là où il y avait une odeur de cadavre qui émanait du coffre? Eh bien, afin de vérifier cela, ils ont apporté des chiens entraînés à détecter les odeurs de décomposition, les odeurs de cadavres, et le chien a foncé littéralement sur le coffre. Mais bien évidemment, les procureurs ont besoin de preuves, ils ont besoin de plus qu'une simple odeur. Alors ils ont examiné la tache, qui semblait d'ailleurs pouvoir faire la taille d'un enfant. On avait notamment un expert scientifique qui avait développé une technique qui permettait de détecter les gaz que relâchaient les corps en décomposition. Donc il va prendre un échantillon de cette tache, donc un échantillon du coffre, et il va l'analyser. Et il arrive à la conclusion qu'il y a une importante présence de gaz de décomposition. Et que donc, il y avait effectivement un corps en décomposition dans le coffre de la voiture. D'autre part, pour démontrer qu'il s'agissait bel et bien du corps de Caylee Anthony qui avait séjourné là-bas, les enquêteurs vont analyser un cheveu qu'ils ont trouvé dans le coffre et ils font un test ADN. Une fois le test ADN fait, les résultats indiquent qu'il appartiendrait soit à la mère de l'accusée, soit à l'accusée elle-même, ou bien à la victime. Or, d'après la longueur du cheveu et le fait qu'il n'avait jamais été teint, ils en ont déduit que c'était bel et bien le cheveu de la victime, Caylee Anthony. Mais le plus important sur ce cheveu, c'est qu'il y avait une bande de décoloration juste à la racine du cheveu. Et il faut savoir que cette bande de décoloration n'apparaît que sur des cadavres en décomposition. Donc, pour les enquêteurs, il n'y avait absolument plus aucun doute. Le corps de Caylee avait séjourné dans la voiture. De plus, les experts ont détecté une quantité énorme de chloroforme. Ainsi, l'accusation a pu émettre la théorie que Caylee avait donc été endormie par du chloroforme avant d'être tuée. Mais c'est pas tout. Lorsqu'ils ont fouillé l'ordinateur familial, ils ont découvert une recherche sur le chloroforme. Ceci, couplé au ruban adhésif qui avait été retrouvé sur le crâne de la victime, permet à l'accusation de conclure qu'après avoir utilisé le chloroforme pour endormir la fillette, elle avait ensuite été suffoquée volontairement avec du ruban adhésif collé sur la bouche et le nez. Finalement,
être emballé dans sa couverture préférée et jeté dans la forêt comme un déchet. Le comportement de Cassie suite à la disparition de sa fille reste pour moi l'élément le plus incriminant de cette affaire en fait. Alors il faut bien visualiser que le jour de la disparition de sa fille, le jour même, non seulement Cassie ne fait absolument rien, ne prévient personne, mais elle est également aperçue le jour même dans un magasin de location de vidéos, le bras autour de la taille de son petit ami, en train d'emprunter des films pour la soirée. Il avait l'air tout à fait décontracté, nonchalant. D'après le témoignage de son petit ami de l'époque, il n'y avait pas l'ombre d'une larme ou d'une once d'inquiétude et à aucun moment elle n'a évoqué sa fille ou bien le fait qu'elle avait disparu ou été kidnappée. Même pendant les 30 jours qui vont suivre, elle ne va jamais évoquer où pourrait bien être sa fille. L'accusation va donc utiliser ça durant le procès et ils vont même utiliser des images choquantes du comportement de Cassie après la disparition de sa fille. En effet, elle avait plus ou moins emménagé chez son petit ami durant cette période. Son petit ami étant DJ et donc il fait la fête tous les soirs, eh bien elle allait avec lui et elle faisait la fête avec lui. Les photos en question montrent Cassie en boîte de nuit, en robe courte, en train de danser, en train de s'amuser, de boire. Tout ça pendant que le corps de sa fille pourrissait quelque part. D'ailleurs, à partir de la disparition de sa fille, elle va vivre comme une femme célibataire tout à fait normale. Elle va se livrer à des folies quasiment chaque soir. Elle va également se tatouer Bella Vita sur le dos, ce qui signifie belle vie. Et donc tout ça mènerait n'importe qui de normal à penser que Cassie aurait quelque chose à faire dans la disparition de sa fille. Et c'est sur ça que l'accusation va se baser, en plus des preuves médico-légales. Donc face à tout cela, on se dirait que la défense semble être clairement désavantagée. Eh bien, ils ont su parier à ça en jouant la carte du doute raisonnable et en créant de multiples controverses. Alors laissez-moi vous expliquer. Puisque le jury est composé de gens tout à fait ordinaires comme vous et moi qui probablement ne comprennent rien aux preuves médico-légales, l'avocat de la défense utilise ça et décide même de remettre en question la crédibilité des experts scientifiques eux-mêmes et de remettre en question aussi la validité de toutes les preuves. Par exemple, pour justifier l'odeur de décomposition qu'il y avait à l'arrière du véhicule, il va expliquer qu'il s'agissait du sac poubelle qui avait tout simplement macéré lors d'un jour d'été où il faisait plutôt chaud. Il va même aller jusqu'à appeler Cindy Anthony, la mère de Cassie, à la barre, qui alors se rétracte de ce qu'elle avait dit sur l'appel au 911. Rappelez-vous quand elle avait affirmé qu'il y avait une odeur de décomposition dans le coffre. Et là d'un coup elle change de version et elle adhère à la théorie de la défense, comme quoi c'était probablement un sac poubelle. Alors là honnêtement, même moi j'ai pas compris grand chose. Mais quand on y pense, cette dame vient de perdre sa petite fille et là elle risque de perdre sa propre fille aussi. À mon avis, elle cherchait à protéger sa fille de toutes les manières possibles parce que c'est une mère. Mais bon, passons. Donc après ce témoignage contradictoire, l'avocat va remettre en question la fiabilité de la technique utilisée pour détecter les gaz en décomposition qu'il y avait dans le coffre. Et donc il va interroger l'expert scientifique qui avait utilisé cette technique. En effet, cette technique n'avait jamais été utilisée auparavant auprès d'un tribunal. Et donc, ça sera l'occasion pour lui de la remettre en doute. De plus, il va aller jusqu'à humilier et publiquement dénigrer la profession, l'expérience, la formation entière de cet expert scientifique. Il me semble que c'était quelque chose dans les lignes de « Ah, vous analysez de l'air dans une boîte, vous n'êtes même pas chimiste ». Enfin bref. Ensuite, il va de nouveau appeler à la barre la mère de Cassie, Cindy, qui va expliquer que c'était elle qui avait fait la recherche sur le chloroforme. Elle dit qu'elle voulait initialement chercher chlorophylle, mais que lorsqu'elle avait tapé le début du mot, ça avait défilé à chloroforme et donc
Ça expliquerait son erreur malencontreuse. La raison pour laquelle elle cherchait chlorophylle sur Google, c'était apparemment pour savoir si une plante était toxique pour son chien. Vous savez, quand vous tapez quelque chose sur Google et que vous avez plein de choix qui défilent. En tout cas, apparemment, c'était une erreur. Moi, personnellement, ça me semble quand même assez tiré par les cheveux. D'autant plus que lors de sa contre-interrogation, il est révélé par l'accusation qu'elle était à son travail. Elle insiste que c'est elle pourtant. Il est assez clair qu'elle ment. Son employeur avait quand même confirmé qu'elle y était. L'avocat de la défense va donc aller encore plus loin. Il va déclarer que toute la scène de crime est inexploitable. En fait, la personne qui avait trouvé le corps de Kylie avait utilisé un bout de bois pour déplacer son crâne et mieux voir. Parce que bon, on n'appelle pas la police pour rien une deuxième fois en plus. Et l'avocat, il va bien utiliser ça pour discréditer toutes les preuves apportées par la scène de crime. Et il dit en fait que le fait d'avoir déplacé le crâne de la victime rend la scène de crime complètement inutilisable. Et qu'en est-il de l'élément le plus troublant de l'affaire, l'arme du crime qui avait été utilisée pour étouffer la victime, le ruban adhésif. Alors pour cela, la défense a ramené un médecin légiste plutôt pas mal réputé qui était intervenu dans une autre affaire majeure, celle de O.J. Simpson, le docteur Spitz. Sa tactique, c'était encore une fois de mettre en ridicule les experts scientifiques de l'accusation en leur opposant l'un des meilleurs. Donc d'après le docteur Spitz, si le ruban adhésif avait été collé sur la bouche de l'enfant, il y aurait eu son ADN sur la face interne et l'ADN de son agresseur sur la face externe. Or, il n'y en a pas, donc pour lui, ce n'est pas l'arme du crime. Mais quelque part, c'est tout à fait ridicule parce qu'il faut savoir que le corps avait séjourné dehors assez longtemps, qu'il avait subi les aléas de la pluie, l'humidité, et que donc il s'était décomposé assez rapidement. Et c'était donc plus que logique que l'ADN qui aurait pu être sur le ruban adhésif se serait également décomposé. De plus, ce qui avait à la base fait penser à l'accusation que c'était bien l'arme du crime, c'était surtout le fait que la mâchoire du crâne était restée fermée, ce qui n'est normalement pas le cas. Et donc, la seule explication, c'est qu'il y avait quelque chose pour tenir la mâchoire assez longtemps. Ensuite, l'avocat de Cassie va interroger divers témoins proches d'elle afin de leur demander si elle avait l'air d'être une bonne mère, s'il y avait des signes quelconques de maltraitance ou de négligence, quoi. Mais voilà, personne n'avait rien vu. Aussi, d'après son avocat, elle n'avait absolument aucune raison d'aller jusqu'à là pour avoir la vie qu'elle voulait. D'après lui, elle était bien logée, bien nourrie, ses parents prenaient soin d'elle, contrairement à certaines mères célibataires. Donc pour lui, il n'y avait absolument aucune raison d'aller jusqu'à la tuer pour avoir la vie qu'elle voulait en fait. Mais bon, n'oublions pas quand même que il y avait souvent des disputes entre elle et ses parents sur sa capacité à être une bonne mère et que c'est ce qui avait causé son déménagement. Il faut savoir que même si ça semble logique pour quelqu'un comme nous de ne pas assassiner un proche ou son propre enfant, pour quelqu'un comme Cassie, ça pourrait être en fait la réponse à tous ses désirs. Donc pour expliquer la manie de Cassie à mentir, l'avocat de la défense va littéralement lâcher des bombes sur le jury. Il va sortir que Cassie, étant jeune, a appris très tôt à mentir parce que son père abusait d'elle sexuellement. Comme ça, sans aucune preuve, devant tout le jury et surtout devant son père qui était présent. Je ne sais pas si c'est vrai, si ça l'est. Ça pourrait en vrai quand même expliquer ses réactions bizarres et son comportement anormal. Mais voilà, ça ne justifie pas le fait de tuer son propre enfant et surtout de ne rien dire à la police pendant un mois entier quand même. D'ailleurs, le père de Cassie va témoigner à la barre et répondre à ces accusations. Il va insister qu'il n'aurait jamais pu faire ça à sa propre fille et que donc jusqu'au jour où elle a tué sa fille, ils avaient une très bonne relation père-fille. Et il faut savoir que même lorsqu'elle était incarcérée pendant le procès, il venait lui rendre visite et il la réconfortait. Donc c'est complètement
délirant comment l'avocat de la défense en est arrivé là. Et d'ailleurs, le juge va formellement interdire à l'avocat de la défense de mentionner à nouveau les allégations d'abus sexuels, tout simplement parce qu'il y a zéro preuve. Et l'avocat de Casey n'en a pas du tout fini avec le père de Casey, alors là, loin de là. Il va alors larguer une deuxième bombe. Il va affirmer que la mort de Kylie était un accident et qu'elle s'était tout simplement noyée dans la piscine du domicile. Il a utilisé une photo de la petite en train de regarder au loin sur la piscine derrière la fenêtre et il va dire voici la vérité, voici ce qu'il s'est passé. Donc, ne sachant pas quoi faire, Casey aurait appelé son père et il l'aurait donc aidé à se débarrasser du cadavre de sa propre petite fille. Donc pour corroborer cette hypothèse scandaleuse, il va lire durant le procès la lettre qu'a laissée le père de Casey, George Anthony, avant de faire une tentative de suicide. Cette lettre, George Anthony explique qu'il se sent coupable de ne pas avoir été là pour sa petite fille et qu'il compte donc aller la rejoindre là où elle est. Il va manipuler le contexte de cette lettre pour insinuer que George Anthony se sentait en fait coupable de s'être débarrassé du corps de sa propre petite fille. Honnêtement, c'était juste choquant de voir ça. Vous voyez George Anthony, le père de Casey, qui se mettait à pleurer. Il lisait sa propre lettre de suicide et qui faisait de son mieux pour expliquer ce qu'il voulait dire par là. Alors que tout ce temps, c'était lui qui insistait qu'il y avait quelque chose qui tramait. Il y avait une odeur de décomposition forte dans le coffre de la voiture. Tout ce temps, c'était bien les parents de Casey qui cherchaient à rendre justice à leur petite fille, pas Casey. Je pense le but de l'avocat, c'était clairement de peindre le père de Casey en tant que le méchant de l'histoire, en commençant par les allégations d'abus sexuels et en finissant par le fait qu'il aurait été complice. C'est donc clairement calculé de sa part de A à Z. Et ainsi, le procès se clôture sur les discours de l'accusation ainsi que de la défense. J'ai trouvé la conclusion de l'accusation vraiment très intéressante. On soulevait notamment la question la plus importante de n'importe quelle affaire criminelle, n'importe quel meurtre. Qui profite vraiment la mort de Kaylee? Et là, il montre à nouveau les images choquantes de Casey en boîte de nuit, en train de s'amuser, de danser, de boire, en gros de faire la fête pendant que sa fille avait disparu. Et puis, après moins de 11 heures de délibération, le jury rend alors son verdict. Verdict qui va d'ailleurs choquer l'Amérique entière. Tenez-vous prêts. Le 5 juillet 2011, Casey est reconnue non coupable de meurtre au premier degré, non coupable d'abus graves sur enfant, et non coupable d'avoir maltraité sa fille. Elle est seulement reconnue coupable sur 4 chefs d'accusation, notamment pour avoir menti aux forces de l'ordre. Et elle écope de seulement 10 jours de prison pour bonne conduite. Même le juge de l'affaire avait lu 2 fois le verdict avant de l'annoncer tellement il n'en croyait pas ses yeux. Il y avait toute la foule dehors et les journalistes qui attendaient le verdict. Et quand le verdict est sorti, ils étaient tous subjugués, tous indignés. Elle tue sa fille pour aller en boîte de nuit et finit par être blanchie et libre. Moi qui en a pas grand chose à foutre de plein de choses, je peux vous dire que même moi ça m'a énervé. Sachez qu'à partir du 17 juillet, elle était déjà libre. Mais comment le jury avait pu passer à côté alors que l'Amérique entière, et je dirais même le monde entier, voyait cette affaire comme limpide? Eh bien, même moi, ça me dépasse. Mais apparemment, tellement cette affaire avait été médiatisée, le tribunal ne pouvait pas prendre n'importe qui pouvait avoir un avis déjà biaisé, en fait. Alors, ils ont pris les plus sceptiques, ou, entre nous, ceux qui ont un QI en dessous de la moyenne. De plus, l'avocat de la défense a fait un très bon travail, il faut l'admettre. Il a pu donner le déroulé même hypothétique du crime, ce qui leur a permis de bien visualiser et finalement d'y croire. Tandis que l'accusation présentait preuve après preuve, mais n'essayait jamais de donner un tableau clair du déroulé des événements. Alors s'il y a une bonne chose, si on peut dire ça, qui est sortie de ce procès, c'est la Kylie's Law, autrement dite la loi de Kylie. Grâce au mouvement de l'ensemble des gens qui étaient indignés par le verdict de ce procès, une nouvelle loi a pu être passée en Floride.
Cette loi, en fait, elle stipule que si les parents ou les gardiens d'un enfant ne déclarent pas sa disparition immédiatement, ils écoperont alors d'une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans. Je sais, c'est la moindre des choses, mais que voulez-vous? Alors, une autre anecdote qui m'avait fait bien rire lorsque je me renseignais sur l'affaire et que je voulais mentionner, c'était que la vraie Zenaida Fernandez González, la nounou, avait intenté un procès pour diffamation contre Casey. N'importe quoi, mais bon, en vrai, ça n'a absolument rien donné, mais je voulais juste mettre ça là, tellement c'était ridicule. Alors, et après? Depuis, Cassie fait absolument tout pour éviter les médias. Elle a décidé donc de se faire la plus petite possible. En même temps, c'était carrément devenu la mère la plus haïe d'Amérique. Elle bouge de ville en ville, de domicile en domicile. J'ai regardé une interview récente d'elle, et apparemment, elle dort bien la nuit. C'est toujours bon à savoir. Je me suis aussi penchée sur ce que pensaient ses parents des années après le drame. Et là aussi, c'est très intéressant à mentionner. En effet, le père et la mère de Casey sont tous les deux d'accord que leur fille avait une part de responsabilité dans le décès de leur petite fille Kylie. Mais les versions qu'ils croient divergent énormément. Alors, du côté de la mère, elle est persuadée que Kylie s'est noyée et que donc Cassie a paniqué et n'a pas su quoi faire parce qu'il était déjà trop tard. Mais encore une fois, elle ne tient pas cette version de Cassie, mais de son avocat. Du côté de George, le père, il est formel. Cette histoire ne tient pas la route. En fait, il n'y croit pas une seconde même. Il est sûr que si c'était le cas, sa fille aurait eu au moins la décence d'appeler les secours puisqu'elle aurait tenu à sa fille et voudrait donc la sauver. Pour lui, ce n'est pas un accident à proprement parler. Sa fille ne tenait tout simplement pas à son enfant. Il confie pendant une interview assez récente qu'il remarquait quelques jours avant le drame que Kylie pouvait dormir jusqu'à 15 heures d'affilée, ce qui n'était absolument pas normal pour un enfant de 3 ans. De plus, elle se réveillait souvent avec des cernes. Il pense en fait que Kylie droguait sa fille, notamment avec des médicaments qu'elle se procurait, afin de l'endormir et de pouvoir sortir et profiter avec ses amis, faire la fête, tout ça quoi. Et pour lui, le jour où elle est morte, il avait certainement dû lui donner une dose trop importante pour elle et qu'elle ne s'est donc jamais réveillée. Il va encore plus loin que ça et c'est là que je me suis dit ah oui, lui ça se voit qu'il était flic avant. Une des drogues qu'elle pouvait se procurer facilement, c'était du Xanax, un anxiolytique, aussi couramment appelé Xani. Vous vous rappelez du nom de la nounou? Zani González? Là, je me suis dit, ouais, là, waouh, là, il tient quelque chose, en fait. Au final, le père de Cassie a coupé tout lien avec elle, mais en revanche, sa mère continue de lui parler de temps en temps. Donc, voilà pour l'affaire Casey Anthony. En tout cas, j'espère que ça vous aura passionné autant que moi quand je faisais mes petites recherches. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires ce que vous pensez qui aurait pu se passer, si Cassie est coupable ou non. Moi personnellement, je suis convaincue de sa culpabilité. Je veux dire, c'est clairement limpide en fait dans cette affaire. Que ce soit le fait qu'elle n'ait pas signalé la disparition de sa fille de 3 ans, à son comportement anormal, voire déplacé. Après, je ne saurais pas dire ni comment, ni pourquoi elle l'aurait tué, mais s'il y a une théorie à laquelle je veux bien adhérer, c'est bien celle du père, George Anthony. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici, et n'hésitez pas à laisser dans les commentaires des affaires dans lesquelles je pourrais fourrer mon nez et vous faire une vidéo dessus. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à aimer cette vidéo si vous voulez plus de contenu de ce genre. Dans ce cas-là, je vous dis à une prochaine.